on avait donc vu un très très joli Rav Kook. Je vais reprendre à partir de ce Rav Kook encore une fois, qui dit qu'en fait, en observant un petit peu l'histoire, à chaque fois qu'il y a une grande guerre qui se déroule, c'est toujours le début d'un ordre, ça engendre toujours un ordre nouveau dans le monde. Et quand on regarde un petit peu la petite perspective du 19e, 20e, 21e siècle, on se rend compte que le monde avant la Première Guerre mondiale était dominé par des empires. Vous avez l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, l'empire britannique. C'était un monde d'empires. Et est arrivée donc la Première Guerre mondiale et le communisme, et ils sont venus imposer un nouvel ordre dans le monde, qui est un monde qui vient dissoudre toute forme d'identité. Je parle du monde communiste. C'est-à-dire, pardon ? Je sens que tu vas nous faire flipper là. Ah non, non, pas du tout. Oh non. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ah, tu regardes le téléphone en espérant que le babysit te dit qu'il faut revenir d'urgence, c'est ça? Là, je connais les techniques. Bon. Donc, le monde a... Au contraire, t'inquiète pas, c'est le message des sports toujours. J'ai l'air d'un mec déprimé. Donc, les empires sont petit à petit dissolus sous la force de l'idéologie communiste, léniniste, staliniste, tout ça, de Marx et tout ça, et a créé donc, si vous voulez, un bloc qu'on retrouve après la Deuxième Guerre mondiale, un bloc qu'on pourrait appeler l'axe du mal, ouais, qui est dominé par la Russie, actuelle, je parle, la Russie, qui est dominée par la Corée du Nord, par la Chine, par des pays comme l'Iran. Maintenant, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce sont des pays qui sont qui ont mordu anciennement au communisme. Et le communisme, je répète, c'est une dissolution de l'identité, déconnexion de la culture d'antan, déconnexion de la religion, pour essayer d'accoucher un seul concept, la lutte des classes. Travailleurs, lutte des classes. Ce modèle s'est fracassé au bout de 50 ans, on s'est rendu compte, comme dirait Feu Coluche, la différence entre le capitalisme et le communisme. C'est extraordinaire, vraiment, dans sa bouche. Il dit qu'en fait, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et le communisme, c'est l'inverse. Mais vraiment, avec une phrase, il a réussi à tout... Bon. Il a mis du temps à se rendre compte que finalement, c'était... je trouve que Poutine est beaucoup plus riche que Elon Musk. Ah ouais. J'en sais pas, ouais, il est beaucoup plus riche. De par ses propriétés, c'est un truc de fou. Bon. Il a un cancer. Poutine ? Je sais pas. Non. Maintenant, il aurait un cancer apparemment, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que après cette phase du monde communiste, qui est venue complètement dissoudre toute forme d'identité, on voit ces empires en question, l'axe du mal, qui revient aux ambitions d'avant, qui veulent reconstituer l'empire. Il y avait des empires avant, l'empire russe, et là maintenant vous voyez clairement dans la bouche de Poutine, il a cette ambition de reconstituer l'empire russe. Ses références ne sont pas du tout Staline, ni Lénine. Ses références sont le tsar, Alexandre III. Et dans sa guerre par rapport à l'Ukraine, il est en train de dire mais finalement l'Ukraine n'a jamais existé. C'est la Russie, c'est l'URSS, c'est l'Ukraine, c'est quoi ce délire? On n'a jamais vu ça. Ça veut dire qu'il y a d'un coup un retour vers la recherche de l'identité d'avant. Les références, le tsar. Et tu as la même chose dans la Turquie, qui fait aussi partie de l'axe du mal, qui veulent revenir avec l'Empire ottoman. Et tu as la même chose au niveau de l'Iran, qui veut se poser comme étant le représentant de tout le monde de l'islam. Donc il y a, si vous voulez, un combat aujourd'hui extrêmement intéressant, entre les démocraties modernes représentées évidemment par l'Europe, par les USA, par Singapour, par Taïwan, par évidemment, alors, on va en parler, vous inquiétez pas, ouais, je laisse le meilleur pour la fin. Donc toutes les démocraties modernes, qui eux n'ont pas comme valeur suprême le concept de l'identité, au contraire qu'ils sont extrêmement dilués, mais la valeur suprême qui existe dans le monde des démocraties modernes est le concept de la liberté. Ce qui compte avant tout, c'est le monde de la liberté. Nous sommes des individus libres, et c'est le point le plus important. Maintenant, c'est très intéressant, il y a liberté dans toutes ces contrées, et extrêmement peu d'identité. C'est la raison pour laquelle les mouvements d'extrême droite sont en train de gravir beaucoup d'échelons en Italie, en Europe, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que l'identité est totalement dissolue. C'est très intéressant, déjà, j'ai côtoyé donc hier soir ce matin donc un rave qui Mina Shamaim a été bloqué
à Francfort. Un Rav complètement, j'ai jamais vu ça, hein, un bonhomme complètement incroyable. Vous pouvez le googler, enfin si vous parlez bien hébreu, vous pouvez le googliser sur YouTube. Il s'appelle Rav Guy Elalouf. C'est un vrai gars, un bonhomme complètement incroyable. Il est, enfin je sais pas, Tamid Chacham, il est sociologue, il est jeune pourtant. Donc on a eu la chance d'avoir, comme il était en partance, on l'a chopé ainsi. Il est venu nous parler ce matin au Kollel et on a pu avoir même un dîner hier soir, pratiquement tête-à-tête avec mon épouse. Bon, il est juste complètement incroyable, un bonhomme qui prend de plus en plus d'ampleur et en fait il a une faculté d'avoir un diagnostic extrêmement clair dans les critiques, extrêmement construites qu'il fait de tous les systèmes. Le monde ultra-orthodoxe, le monde sioniste, le monde libéral, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir une vraie analyse sociologique extrêmement intéressante. Ouais. C'est vraiment, il y a des personnes comme ça qui surnagent. C'est pas évident pour lui parce qu'évidemment, dès que t'es pas dans un club en Israël, tu te fais complètement laminer, mais c'est pas grave, il arrive à résister. Donc c'était vraiment très intéressant. Alors lui, comment il habite à Rosh Hashanah, il est rave de la ville de Rosh Hashanah, mais à part ça, il est un peu partout. Il est en train de faire bouger de façon assez incroyable les frontières. Il a une connaissance du monde, il vient du monde hyper orthodoxe, mais il enseigne dans plein de plateformes. Et il a une connaissance assez incroyable de tout ce qui est du domaine de la science. Enfin, il connaît énormément Rav Kook, tout ce qui est écrit par Rav Kook, qui sont des choses qu'on ne connaît pas, nous, malheureusement. Donc il a une vraie connaissance assez impressionnante. Alors, pourquoi je vous parle de lui? Parce que je dis qu'il a été en fait invité dans un congrès. Il y avait des représentants de plusieurs religions et de plusieurs pays. Et ils ont fait un test très intéressant quand les gens se présentent. On demande donc à tous ces personnes, on leur demande quel est votre personnage fétiche, votre personnage qui est une source d'inspiration. Et il dit, quand on interroge des Européens, des Américains, ils vont vous sortir Mère Teresa, Nelson Mandela. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas une figure dans le monde européen, même pour les Français. Ce sont ça les figures qui sont pour nous importantes. Il dit, mais t'interroges n'importe quel Israélien, tu auras la réponse soit Moshe Rabbeinu, soit Abraham, soit Théodore Herzl, soit Ben Gurion. Ça veut dire que tu sens que dans le monde israélien, même non religieux, je dis, ouais, tu as un rapport à l'identité extrêmement fort. Extrêmement fort. C'est quelque chose sur lequel on ne transige pas. Donc je répète, le monde qui prend comme drapeau la liberté, est un monde d'une certaine façon qui a créé une démocratie exacerbée, qui fait qu'en fait il y a extrêmement peu d'identité. Inversement, le monde dictatorial de l'axe du mal, eux sont en train de renforcer de façon incroyable le monde identitaire. Et Israël se trouve au milieu. C'est-à-dire que Israël a à la fois un rapport à l'identité extrêmement fort. D'ailleurs c'est intéressant, il y a le chef de l'opposition s'appelle Yair Lapid. Moi j'ai connu à mon époque, le chef de l'opposition c'était Tommy Lapid, le papa. C'est un bonhomme plus anti-religieux que ça, tu meurs. Ouais. Il écrit dans un de ses livres, comme un de ses dadas qu'il attendait chaque semaine, c'était le Shabbat. Donc il prenait sa voiture pour aller faire 7 heures de voyage du sud vers le nord, pour aller chez un ami qui confectionnait un repas pendant le Shabbat évidemment, avec des crevettes ou je sais pas quoi, et il montre à quel point c'était le délice de la semaine. Il écrit ça dans son livre, pour vous montrer un petit peu le degré de... Comment ? C'était Ta'anoug. Ta'anoug de Shabbat, exactement, voilà. Donc il a, pour montrer vraiment le bonhomme sans complexe, ouais. Et un jour, donc, il était tellement anti-religieux qu'un jour à la Knesset, il y a un des députés qui lui a dit « Sans toi Tommy, t'es même pas un juif. Oh. » Moi, je suis pas un juif. Ça veut dire, tu peux pas lui dire ça. C'est des personnes qui ont ils sont hyper attachés à l'identité juive sans passer par la Torah ni les mitzvot. Ouais. Et mais tu veux pas leur... Donc, il y a dans le monde israélien typique, tu as un rapport à l'identité qui est très fort. Et en même temps, un rapport à la liberté extrêmement fort. Ne dis pas à un Israélien ce qu'il doit faire. Ne t'aventure pas à lui dire ce qu'il doit faire. Mais il y a lui. Miata Bichlal, qui tient pour me parler. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est les deux axes s'opposent parce que chacun pense qu'on ne peut pas conjuguer le monde de la liberté avec le monde de l'identité. Et il est possible que l'issue de ce combat entre ces deux grands axes, alors pour l'instant on parle de paix, d'accord d'Abraham et c'est magnifique, ouais. Mais il est possible que justement le peuple juif puisse porter en lui
la résolution de ces deux oppositions. C'est-à-dire, et tout se situe en fait dans une parole de Chazal, dans Pirkei Avot, qui dit que les tables de la loi étaient charout à la louchot. Elles étaient gravées sur les louchot. Et les maîtres vont dire un enseignement assez original. Ils disent Al tikre charout et la cherout. Donc, le texte dit charout. Charout veut dire gravé. Vous savez que les tables étaient gravées. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait voir. Enfin, c'était gravé de part et d'autre. Ouais. Donc, en fait, on voyait les lettres par. Comme un gruyère, pardon. À travers, oui, c'était à travers, oui. Maintenant, c'est charout veut dire charata, ça s'appelle une gravure. Et les maîtres disent, ne lis pas gravé, mais lis cherout. Cherout en hébreu veut dire liberté. Il y a une sorte de jeu de mots qui est mis en place. Et il dit, c'est-à-dire quoi? Donc les lettres sont gravées dans la pierre, donc elles sont fossilisées dans la pierre. Et les maîtres y voient dans cette fossilisation du message, elles y voient une marque de la liberté ultime. On aurait pu dire que c'est bizarre quand tu scotches les choses, quand tu les graves, quelque part tu les rends prisonnières. Et les maîtres, ils voient ici une marque de liberté. Et qu'est-ce qu'ils disent sur cette précision-là, ce jeu de mots? Ils disent chez Enlecha Belchorin et là Miché Osek Batora. Car il n'y a d'être libre, par de liberté, que celui qui est affairé à la Torah. Affairé à la Torah, ça va soit l'étudier, soit la pratiquer, soit les deux, soit être dans un move de Torah. Donc il y a quelque chose d'assez incroyable ici. Dans Chazal, il faut essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, c'est que notre engagement, notre enracinement, notre cadrage dans un système extrêmement précis de 613 mitzvot, ouais, positif et négatif, qui viennent ponctuer toute ta vie. Elles viennent définir ton espace, elles viennent définir ton temps, elles viennent définir ce que tu fais, elles viennent définir toutes tes relations. C'est un sacré carcan, ouais. Eh bien en fait, ce carcan-là est ce qui permet à un individu, paradoxalement, d'atteindre sa véritable liberté. En fait, ce message, qui est un message en tant que tel paradoxal, c'est exactement là que se situe le point d'achoppement entre le monde de l'axe du mal, ce que j'appelle le monde libre. C'est-à-dire, je veux dire mieux que ça, si nous sentons, nous les juifs, que partout où on va, on est toujours les personnes qui seront jalousées, qui seront pointées du doigt, on ressent un antisémitisme mais complètement incroyable, qui est un antisémitisme dans lequel tu dis mais qu'est-ce qu'ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Vous n'avez jamais pleuré par rapport au massacre au Tchad, aux Syriens, et là d'un coup lorsqu'il s'agit d'une guerre totalement justifiée, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'on n'aime pas chez les Juifs? Je vous le dis ici, c'est que justement on arrive à résoudre le paradoxe. On arrive à être des personnes qui sont ancrées dans une identité extrêmement forte, et je dis même les personnes non religieuses. Regardez leur attachement à certaines choses. Regardez le nombre de personnes qui respectent la Brit Mila. Même des personnes goyotes. Enfin, ouais, ils vont essayer de faire la Brit Mila même si l'enfant est goy. C'est-à-dire, il y a un attachement identitaire colossal et en même temps, un rapport à la liberté qui est juste impressionnant. Et lorsque on voit chez l'autre un Européen qui dit ouais, moi je mise pour la liberté, mais liberté impose forcément de virer vers le wokisme. Comment vous arrivez à parler de liberté? C'est quelle arrogance? Et être en même temps inscrit dans un monde de pratique de la Torah. Vous truandez, vous les juifs. Et pareil, c'est-à-dire si vous êtes à ce point attaché au principe de la Torah, alors vous devez virer, un petit peu comme l'Iran, vous devez virer dans un monde qui vient massacrer les libertés. Et t'as donc un État, l'État hébreu, l'État juif, qui est, il n'y a pas très longtemps justement, ils ont voulu à Benjamin Netanyahu dire que c'est un État juif. Mais pourquoi ils en ont voulu? Parce qu'ils veulent absolument pas qu'on dise haut et fort que finalement il y a une recherche identitaire extrêmement forte en Israël. Et en même temps c'est le pays de toutes les libertés. Ça c'est incroyable. Et bien ce paradoxe-là, c'est justement peut-être la faculté de pouvoir résoudre cette opacité du monde qui va considérer que finalement c'est soit le monde de la liberté, soit le monde de la servitude avec une autre défense. Voilà juste un petit point par rapport à ça. Ça veut dire que
Quand Rav Kook dit que n'importe quelle guerre, une guerre va toujours engendrer un nouvel ordre, il est possible que le défi qui nous attend, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait après la guerre? C'est d'essayer justement de montrer qu'il est possible de concilier ces deux notions assez importantes. Je pense qu'Israël est exactement fait à l'intersection de ces deux mouvements incroyables, avec un retour complètement incroyable au niveau des yeshivot, donc il n'y a rien de plus identitaire que ça, avec un nombre de cours de Daf Yomi qui est colossal un peu partout dans le monde, mais aussi beaucoup en Israël. C'est-à-dire que tu as un retour assez incroyable. J'ai parlé avec ce rêve, il m'a raconté que depuis 7 octobre, il est rave à Rosh Haïn, il y a 5 jeunes, 17-18 ans, enfin des jeunes universitaires, qui sont venus dire on aimerait avoir des cours de Torah. Des personnes complètement à l'ouest au niveau Torah. Elle dit moi pour 5 il n'y a pas de souci, je fais. Donc on est bien d'accord, vous venez tous à telle heure, Motzei Shabbat et tout. Il m'a dit le premier cours, il m'a dit ça hier soir. Le premier cours ils étaient 180. Que de Rosh Haïn. Le deuxième 250. Et le troisième 350 et après il a fait toutes les semaines comme ça. Ça veut dire, et c'est que, alors ils ont dit, la condition, les 5 qui ont commencé la chose, à condition qu'il n'y ait pas de religieux. On ne veut pas être avec des religieux. Et donc lui il a barbe tout ça, ouais, il fait un cours donc toutes les semaines. Il m'a dit vous ne pouvez pas imaginer le retour identitaire qu'il y a en Israël. Qui a été quelque part initié par justement tous ces rescapés, ouais, qui sont venus apprendre c'est quoi Shema Israël, ça c'est incroyable, des personnes qui ne savaient pas c'est quoi Shema Israël, ils viennent faire avec une telle ferveur qu'ils nous donnent à nous-mêmes des leçons. Donc il y a un chamboulement incroyable qui est en train de se mettre en place, et regardez bien par rapport à ces deux composantes, la dimension de la liberté, la dimension de la dimension de l'identité, ce sont les deux notions absolument fondamentales qui sont en train de se jouer là maintenant. Ceci étant dit, je voudrais quand même dire un mot important sur la paracha. Alors j'ai un petit peu, ça a été compliqué au niveau du document. Vous allez m'écouter, pour une fois, regardez. Et c'est très important parce que justement, on va regarder de façon en microcosme ce qui se passe au niveau méga politique. Donc on va parler, si vous voulez, du principe de la dispute qui peut amener d'abord la jalousie, qui génère des disputes, qui génère évidemment après les disputes des guerres, et après les guerres on espère avoir la paix. C'est un petit peu ça le titre que je ne donnais que ce matin. La paracha donc s'ouvre avec, pour la première fois, une contestation. Donc le livre de Baïler, vous avez compris, c'est la crise d'adolescence, il faut crier sur tout. Ouais, les enfants ils crient sur tout. Sur les retards, sur l'argent qu'ils n'ont pas, sur les repas, sur tout. Là maintenant, nouvelle crise, c'est Korach qui va mener une crise contre le leadership politique. Au bout du compte, Moshe et Aaron ont été choisis par Akadosh Baruch Hu, et il y a d'un coup, à la faveur d'un changement de poste, donc il y a un poste qui s'est libéré, et Korach a fait le calcul très simple de se dire, donc Amram c'est le fils de Lévi, c'est le père de Moshe et Aaron, c'est le fils aîné. Et lui, quelque part, les deux enfants étaient placés. Moshe, le superstar, Aaron, le super prêtre. Ouais. Maintenant, il y a un poste qui se libère. Amram avait 4 fils. Ouais. Donc, normalement, on devrait demander au frère cadet, donc le numéro 2, d'envoyer son fils, qui s'appelle Korach, Itzar. Donc après Amram, il y a Itzar. Donc Itzar, le père de Korach, on aurait dû choisir Korach. Et manque de peau, Moshe choisit le fils du Benjamin, du 4e. Et là, Korach, il y a un truc là, ça sent la magouille. Ça sent le népotisme, on appelle ça en français, ça veut dire il place ses jetons. Alors que Moshe, évidemment, il a été enjoint par Hachem, c'est pas lui qui a fait les... Et à partir de là, il va monter une véritable cabale, en tout cas il va essayer de mettre en place un système de renversement de pouvoir, un putsch. Maintenant pour cela, il a besoin d'enrôler des personnes, il ne peut pas faire ça seul. Il va réussir, me dit le texte, Vaïkakor ben Itzar ben Kehat ben Lévi, Vetatan Vaviram, donc Datan Vaviram avec lui, ceux qui avaient vendu Moshe. Bene Eliav, Ve'on ben Peled, Bene Reuven. Donc ils sont pour l'instant 4 têtes. Korach, Datan Vaviram et On ben Peled. Ils se levèrent devant Moshe, Vanashim ibn Israël, Chamishim ou Mataim, Nessié Eda, Kerie Moed, Ve'an Shechem. Ils s'avancèrent devant Moïse, avec 250 des enfants d'Israël, princes de la communauté, membres des réunions, personnages notables. Donc ils ont réussi à enrôler la fine fleur du monde juif. Ils n'ont pas pris de la racaille, ils ont pris vraiment la fine fleur. Et ils arrivent devant Moshe en lui disant, va y calou al Moshe, donc ils se sont regroupés
Donc il y a une sorte d'effet de masse. Et il nous dit le texte, et s'étant attroupés autour de Moshe et Aaron, il leur dit, c'en est trop de votre part, toute la communauté, oui, tous sont des saints, et au milieu d'eux est le Seigneur, pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur? En d'autres termes, on aimerait un peu plus de démocratie. Ça ressemble trop à une théocratie. Pourquoi vous êtes au-dessus de nous? Vous n'êtes pas au-dessus de nous, on est tous les mêmes. Donc ça c'est la revendication typique de Korach. Ok. Maintenant. Ok. Maintenant, ça c'est l'épisode de Korach. De façon parallèle. J'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est de la jalousie? Ouais, on va expliquer exactement comment ça marche. J'ai évidemment dit il y a de la jalousie. Maintenant. Ok. Maintenant, il existe un verset dans la Torah qui va créer une corrélation entre l'histoire de Korach et une mitzvah qui a priori, enfin un interdit qui a priori à aucun rapport. C'est ce qu'on appelle un pont, on appelle ça une cross-référence, on appelle ça un hekesh, ouais. Entre deux passages de la Torah qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. D'ailleurs là c'est dans Bamidbar, l'autre c'est dans Dvarim. Et les maîtres du Midrash avec leur œil tellement aiguisé vont créer une corrélation pas du tout évidente. Alors je vous l'ai dit. Le verset c'est un verset qui est connu, qui dit la chose suivante. Banim atem lachem elokechem. Hachem donc s'adresse aux enfants d'Israël, il leur dit Banim atem, vous êtes mes fils. Atem lachem elokechem de Dieu. Donc on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Un de mes maîtres me disait, pourquoi on s'appelle les enfants d'Hachem? Il dit parce qu'en fait, quand tu prends un enfant et tu lui mets un ballon dans les mains pour la première fois et qu'il se met à le jeter en l'air et qu'il rebondit, il est complètement fasciné. Mais tu peux reproduire 10 fois, 20 fois la même expérience, il va pas se lasser. Nous on est rapidement blasé par les choses. Mais un enfant il est toujours dans l'émotion. Ah ça tombe, il est comme un fou, ouais. Regardez les bébés, c'est incroyable. Tu joues avec eux en fait, mais c'est pratique parce qu'en fait t'as pas besoin de beaucoup d'imagination. Un rien les fait rire, c'est pas... Alors, il dit, on tisse avec Hachem le même type de relation. On est des enfants, ça veut dire qu'on est toujours émerveillé par Akadosh Baruch Hu, même dans les choses de l'ordre du métro boulot dodo. On n'a pas besoin de choses fantastiques pour être émerveillé par Hachem, ça c'est l'idée de Bali. Alors bref, maintenant, puisqu'on est les enfants d'Hachem, nous dit le texte, Lotit godedou, velotasim ukarcha benenechem lamet. Tu n'as pas le droit, en tant que fils de Dieu, de te scarifier ou de t'arracher les cheveux entre tes yeux, ouais, cheveux, la mettre quand tu as appris qu'il y a quelqu'un de proche qui est mort, Chazvé Shalom. C'est-à-dire qu'il y avait certainement, il y a certainement un réflexe lorsqu'on apprend une nouvelle tragique, qui est dure à avaler, il y a peut-être un réflexe de s'en vouloir. Et quand on s'en veut, on essaie de s'abîmer. Les ados qui se scarifient par exemple, Chazvé Shalom, en fait ils sont en train d'essayer de se faire mal, donc d'endosser une sorte de responsabilité de je ne sais quoi. Donc ils prennent un petit cutter, sans se faire les veines, Chazvé Shalom, hein, mais ils font des trucs comme ça, tu vois. Ils font tac, 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 comme ça, pour voir couler un petit peu le sang, ou bien ils vont s'arracher les cheveux. Nous on peut faire, en moindre dimension, commencer à se mordre les peaux, se ronger les ongles. On a une certaine nervosité par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer. Et là en fait la Torah te dit t'as pas le droit. Ton corps, c'est quelque chose de sacré, c'est l'écrin de ta neshama, t'as pas le droit de l'abîmer, bani matan. C'est que t'es le fils d'Akadosh Baruch Hu, un fils il ne peut pas arriver en guenille quoi. Le fils d'Hachem il doit être classe, donc il peut pas être abîmé. Tu peux avoir des trucs tu t'es lacéré comme ça, c'est pas possible. Ouais. Ça c'est le texte, okay, ça c'est le texte au sens littéral, ouais. Maintenant les maîtres du Midrash, avec leur œil, je vous dis, tellement aiguisé, vont vouloir voir ici un lien avec l'histoire de Korach. Parce que l'otit godedou, alors l'otit godedou, je vous ai dit, c'est se scarifier. Ça veut dire quoi scarifier? C'est-à-dire c'est faire une entaille ici, par exemple. Donc c'est séparer deux zones. Ouais, rive droite, rive gauche, si vous voulez, ouais. Eh bien en fait, l'otit de godedou vient de la racine agouda. C'est quoi agouda? C'est un groupe. On dit par Agoudat Israël, c'était le groupe, ouais, des orthodoxes Israël, Agoudat Israël. Agouda. Alors, les maîtres disent, l'otigodou, c'est pas simplement ne pas se scarifier, c'est ne crée pas des factions
dans le peuple juif. Le peuple juif, il doit être consensuel, il doit être uni. Commence pas. Ok. Donc, t'es pas censé créer des factions. On est censé créer de l'union. Je sais, oui, effectivement, la foultitude de synagogues très souvent peut être expliquée par des problèmes de trucs, ouais. Par exemple, il y a des halakhot intéressantes, ouais. Un Sfarad qui se trouve dans un minyan ashkénaze, il peut pas faire le malin à chanter à sa façon et se mettre en marge. Tu te confonds à l'endroit, tu crées pas de faction, ouais. Tu crées pas ton... Il y a des gens qui se prennent, ils arrivent chez les autres et ils croient qu'en fait ils sont les boss, ouais. Ok. Donc c'est interdit, ça, l'autre il est d'où, ouais. Velotasimu karacha, Midrash dit, karacha, ça veut dire la tonce, karacha korar. Korar karacha, Salomon Sliman, ouais. Ça veut dire, et ne faites pas comme Korah, dit le Midrash, ouais, qui, d'une certaine façon, a tondu le peuple, a créé une... Non seulement il a séparé le peuple, mais il a créé une amputation du peuple. C'est ça l'idée. Okay. Donc je répète, on a un sens littéral qui s'appelle scarification et s'arracher les cheveux. Bon, ça c'est en tout cas c'est facile à entendre, comprendre. Mais le Midrash, il veut voir autre chose, il veut voir quelque chose de plus subtil et de dire que ne faites pas comme Korah qui a créé une scission et qui a engendré une amputation, qui a engendré une tonce du peuple. Puisqu'ensuite, toute l'assemblée il y a une faille qui va s'ouvrir et ils vont tous tomber dedans. Donc il y a eu un vrai drame qui s'est passé. Ouais. Ne fais pas. Comment? Sur l'étymologie ou sur une parabole? Non, alors il joue sur Karacha. Korah Karacha. D'accord. Korah ne s'appelle pas Korah par hasard. Ouais. C'est que lorsque la Torah va parler de la tonce, ouais, évidemment, elle a envie de créer aussi un hypertexte, enfin une sorte de hyper. Lien. Comment? Hyperlien. Hyperlien, ouais, c'est de l'IA si tu veux, c'est comme de l'IA, ouais. Elle fait un hyperlien avec ça. Maintenant, évidemment, il faut comprendre quel rapport y a-t-il entre le fait de se scarifier, qui est absurde, c'est ça qu'il faut bien saisir, de s'arracher les cheveux dans quelque chose qu'on peut entendre dans la vie. Je vous ai dit, se ronger les ongles, commencer à se faire, à se mordre les peaux, ouais. Et l'attitude de Korah, quel est le lien? C'est-à-dire, les maîtres sont en train de dire la chose suivante. Si tu te trouves dans la posture de Korah et tu désires foutre la pagaille au niveau politique et essayer de prendre le pouvoir parce que tu as un problème de jalousie, tu as un problème de place, sache qu'au bout du compte, tu n'es juste en train de faire qu'une seule chose, c'est prendre ton bras et te scarifier. Vous entendez ou pas? C'est la démarche politique contestataire de Korah est traduite dans le texte de la Torah, c'est ça qu'il faut comprendre au niveau du pshat. En fait, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que cette ambition de Korah de putsch n'est en fin de compte qu'un lié à un besoin de l'individu, je dis bien, lorsqu'il a appris quelqu'un qui est mort, il a un besoin de trouver un exutoire. La Torah, tu dis, l'exutoire, ça peut pas être de te lacérer, attention, tu vas pas te lacérer, ni t'arracher. Trouve autre chose, va faire du sport, je sais pas moi, faire du paddle, il paraît que c'est à la mode, ouais. Tu as besoin d'évacuer quelque chose, donc c'est un besoin normal. Ça veut dire que Korah lui aussi, il a peut-être un besoin normal qui est lié à sa jalousie. Et bien on lui dit, tu sais mon ami, ta jalousie va t'amener à vouloir créer ce putsch. Et bien sache une chose qu'au bout du compte, tu n'es en train qu'une seule chose, c'est de prendre ton bras et de te tirer une balle dans le pied ou de te lacérer la main, c'est tout. Je fais pas plus autre chose que ça. Ça, c'est ce que veut dire de façon subtile le Midrash. C'est pas, si vous voulez, des couches qui se superposent qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Il y a forcément un lien entre le sens littéral et le sens sophistiqué. C'est pas, si vous voulez, une pochette surprise dans laquelle tu mets ce que tu veux, quoi. Un Kinder ici, et puis, ouais, non, c'est pas ça. C'est... Il y a dans la puissance de Chazal la faculté de t'expliquer ce qui se passe exactement au niveau psychologique dans une volonté de recherche de pouvoir et dans ce besoin de négativité, ce besoin de se faire mal, ce besoin presque masochiste de se faire mal. Il y a un lien entre ces deux, ok? Ça, si vous voulez, c'est la subtilité du Midrash. Alors, pour comprendre cela, on va juste essayer de mettre en exergue comment Korah il a réussi à enrôler 250 personnes qui font partie de la fine fleur.
on ne sait pas si qui Moshe Rabbeinu, mais on aurait été à la place de Moshe Rabbeinu, tu dis, mais attends, c'est pas possible. Je vois pas comment on pourrait contester l'incontestable, c'est pas possible, ouais. C'est-à-dire, actuellement, par exemple, Bibi, à Mavdil Bibi, ouais. Ça va être dur de lui taper maintenant. Il a le vent en poupe, ouais. Je vais dire Moshe Rabbeinu à Mavdil. Comment tu peux. Alors, si t'es une racaille, ok. Des gens petits, mais c'est que des gens grands qui ont été. Voilà. Le Midrash raconte que notre cher Korach, il a réuni tout le monde et il dit voilà, je vais vous raconter l'histoire personnelle. J'ai rencontré il y a pas très longtemps une veuve qui n'avait comme moyen de subsistance qu'il ne lui restait plus qu'une vache et un âne. Donc elle s'est dit ben, c'est pas grave, j'ai plus que ça pour faire, je vais essayer de labourer. Donc elle a attelé la vache et l'âne et pour atteler. Et d'un coup, Moshe arrive, hey, du calme, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas atteler le vache et l'âne, on peut pas faire un attelage hétérogène. Ah pardon, Rav, je savais pas, ouais, pas de souci. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Donc après, la vache d'un côté, le truc de l'autre, et puis elle commence à semer. Elle va avoir du blé, du raisin, et d'un coup, Moshe arrive, hey, du calme! Blé et raisin, c'est hétérogène, tu peux pas les mettre les uns à côté des autres. Faut mettre. Ah pardon, Rav, je savais pas, j'étais pas au courant. Ah d'accord, non, pas de souci, c'est pas grave. Après, donc, Baruch Hashem, ça commence à croître. Et puis elle commence à ramasser le blé. Elle dit mais magnifique, je vais écosser le blé, je vais faire de la farine. Et là, mon cher abbé, du calme. Tiens, 100 kilos, il y a un prélèvement à la source. Ah oui, il y a après 20% quoi. Prélèvement à la source. Ah ok, qu'est-ce que tu sais? Ben voilà, alors le premier prélèvement tu donnes au Kohen, c'est mon frère, Aaron. Ensuite, il faut que tu donnes 10% au Lévi, donc il y a Trouma Gdola. Ensuite, le Lévi, 10%, donc 10 kilos des 100 kilos, c'est au Lévi, donc c'est moi Moshe Rabbeinu. Après, moi-même, je vais donner une partie à mon frère, donc ouais, il joue au ping-pong, les deux frères, ouais. Et après, alors, il faudra donner à un pauvre, donc tu trouves un pauvre, tu lui donnes, et après, on peut. Ok, et oui, tu peux commencer à consommer maintenant. Donc elle arrive comme ça, et puis elle sent que c'est vraiment. C'est un peu relou, quoi. Elle s'est faite plumer un peu partout, quoi. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit bon, moi, je vais arrêter l'agriculture, donc je vais mettre plutôt dans l'élevage des moutons. Donc elle vend tout ce qu'elle avait, et elle achète des moutons. Et donc elle se dit, ben voilà, je vais pouvoir, grâce aux moutons, avoir de la laine. Benetton est très demandeur de laine, de la belle laine des moutons. Ouais. Donc elle attend qu'il y a, et puis d'un coup elle dit, waouh, il y a une belle peluche ici. Elle arrive, elle commence à faire la tonce des moutons. Et là, mon cher, hey, du calme, attention. Réchit Hagez, la première tonce, boum, c'est pour Moshe Rabbeinu. C'est pour le Kohen. C'est qui? Aaron. Ah, ok, très bien. Et après, donc, le Baruch Hashem, c'est quoi le féminin du mouton? C'est comment on appelle? La brebis, ouais. Baruch Hashem, elle commence à grossir un petit peu, elle commence à être un petit peu enceinte. Elle dit extraordinaire, je vais pouvoir doubler mon capital, ouais. Et là, manque de peau encore une fois. Et Moshe, hey, du calme. Peter Rechem, celui qui a ouvert la matrice, il est pour qui? Il est pour. Et là, elle comprend que ça commence à être un peu dur, là, un peu lourd. Et donc là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi, j'en peux plus là maintenant. Tous mes biens, Cherem. Ça veut dire, je les mets en excommunication, ça veut dire pour Hachem. Et là, Moshe arrive, il dit, ah ben, le Cherem, il va directement à qui? Au Kohen. Donc tous les biens sont pour elle. Voilà, il raconte ça. Ouais. Et là, évidemment, nous, on se met à rigoler parce que ça a l'air complètement cocasse. Et ouais. Mais tous les gens sont mis à pleurer, ils ont eu une émotion en disant qu'est-ce que dit ce Midrash? Ce Midrash, il dit une chose assez incroyable, c'est que ça a l'air. Ça a l'air qu'il existe, écoutez bien, dans la Torah, des choses magnifiques, et aussi des mitzvot qui ont l'air drôlement bien faites pour enrichir ceux qui les édictent. En deux mots, ça arrange drôlement bien les rabbins un certain nombre de mitzvot qui leur permettent tout simplement de pouvoir bien s'enrichir. De façon très très brutale, je vous dis ce qui est marqué ici, ouais. C'est ce qu'il est en train de dire, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont illogiques. Pourquoi finalement devoir payer une viande tellement plus chère à cause de la cache-route? Alors que le Talmud dit très, très simplement que est-ce que tu penses vraiment que ça fait une différence pour Hachem si tu fais la shrita par le cou ou par la nuque? Donc si Hachem n'a pas de différence pour lui, pourquoi on se prend la tête à avoir des viandes tellement chères? Pourquoi mettre nos enfants dans des écoles juives qui sont très souvent extrêmement médiocres au niveau rôle? Ouais. C'est ça qui pose comme question, c'est la question qui a été posée. Ça veut dire que la Torah est un système magnifique, mais il y a certaines choses qui ont l'air trop, on va dire, là pour arranger ceux qui présentent la Torah. Les ambassadeurs de la Torah, c'est-à-dire les rabbins. C'est la question qu'ils posent. C'est extrêmement subtil. Ouais. Et l'idée est la suivante, la réponse, qui est complètement incroyable, qui est amenée par Rav Vigès.
L'idée est la suivante, c'est qu'en fait, on a tous dans la vie une tendance à faire des choses absurdes. On a tous dans la vie un besoin de se taillader. On a tous dans la vie une faculté de rentrer dans des projets complètement fous. C'est une sorte d'absurdité structurelle chez l'individu. Combien je vois de jeunes personnes qui s'engagent dans des relations amoureuses, mais c'était perdu d'avance, c'était écrit d'avance. Il y a zéro chance que ça marche. Et tu vas aller dans des relations complètement folles, au bout du monde, un élève comme ça, mais complètement fou comme histoire. Il n'y a pas un point qui ne cloche pas. Au moins un truc qui ne cloche pas. Quoi. Et alors que c'est des personnes qui pourraient tout simplement, dans leur périmètre, trouver quelque chose. On a une faculté de chercher les solutions absurdes, même dans le boulot. Combien de personnes vont aller chercher des boulots complètement harassants, épuisants, éreintants, alors qu'ils avaient la même chose, mais dans le même pâté de maison. C'est quelque chose de fou. Nous avons tous un besoin de se scarifier. Et paradoxalement, la Torah t'offre énormément de roukim, des choses complètement incompréhensibles. Quoi, manger du cochon? Quel problème de manger du cochon? Ça veut dire, ok, c'est interdit, mais quel est le sens de l'interdit? Tu me dis, t'as volé, tu rends, tu fais pas du ribit, tu prêtes pas à ton frère avec... Ça, je comprends, c'est magnifique, c'est ce qu'on dit dans la Torah. Ouais. Et tu dois aider les personnes. Magnifique, splendide, ouais. Mais tout le reste, les parties complètement incompréhensibles, la cache-route. Mais ça rime à quoi, la cache-route? Et si la Gemara elle-même, elle dit, mais tu penses vraiment qu'Hachem, ça fait une différence que tu fasses la shrita par ici ou par ici? Alors si c'est juste une convention, pourquoi on se prend la tête là dans réponse? Mon inscription dans quelque chose d'absurde me rend quitte de mon besoin d'absurdité. Et qui fait en fait que ça me donne beaucoup plus de stabilité parce que j'ai pas besoin d'aller chercher l'absurdité ailleurs. L'inscription dans un monde complètement fou, ouais, dans des mitzvot qui ont l'air complètement folles, insensées, me rend quitte de ce besoin masochiste de faire quelque chose d'absurde. Et qui fait que c'est beaucoup plus, ça me crée beaucoup plus de sérénité d'être justement inscrit dans un système où je fais des choses qui sont liées au transcendant, à l'absolu. Et donc du coup, j'ai pas besoin d'être dans la scarification. Regardez le point assez incroyable. Quelle est la thérapie de Korach? Alors le rabbi Hager de Vizhnitz dit un truc incroyable. Il dit, donc Korach, ok, il observe qu'il y a un problème d'inégalité dans le judaïsme. Ouais. Les rabbins s'en mettent plein les poches. Et le commun des mortels paye des prix exorbitants au niveau de son rapport à la cache-route et dans les écoles et ainsi de suite. Donc il y a un problème d'inégalité. Ok, magnifique. C'est pas faux. C'est compliqué. Être juif, c'est pas si simple que ça. Ouais. Ok. Maintenant, il dit un truc incroyable, il dit le Rabbi Hager. Il dit que Korach, c'était quoi sa particularité? Korach en français se traduit par Crésus. C'est plus simple là maintenant? Oui ou pas? Non mais bête. Riche comme Crésus. Alors la Gemara a dit tout simplement il avait tellement de richesses qu'il pouvait mettre les clés de ses richesses, les clés de ses coffres forts, dans 365 chameaux. C'était juste pour porter les clés de ses richesses. Bon, vous imaginez un petit peu le bonhomme, c'est Jeff Bezos à la puissance 10, ouais. Donc ok, magnifique. Korach, t'as observé de façon honnête un problème d'inégalité dans le fonctionnement de la société juive. Mais il y a un truc incroyable, c'est que t'as justement, dans tes ressources personnelles, puisque t'es multimilliardaire, tu sais quoi, fais comme Bill Gates. En plus de 90% de ta fortune, ou 95% de ta fortune, et donne-le aux institutions. Pourquoi tu vas aller chercher une solution dans un monde, dans une sphère qui n'est pas la tienne, la politique? Qui t'a dit que tu es fait pour la politique? Si Hachem t'a doté d'une capacité à avoir tellement d'argent, parce que c'est là qu'il faut aller chercher. Pourquoi tu t'engages dans la politique? Très intéressant, Bill Gates, je suis très intéressé par ce personnage parce qu'en fait, il n'est pas rentré dans la politique, ce bonhomme. Il aurait pu, avec sa aura. Ouais. Même que Elon Musk, il a voulu rentrer dans la politique. C'est-à-dire que quand tu as dépassé, tu pulvérisé tout le monde au niveau argent, après tu as besoin du kavod, vous comprenez ou pas? Ce que fait d'ailleurs Trump, boum, l'argent milliardaire, après boum, le président des États-Unis, et ensuite quoi? La prix Nobel de la paix. Évidemment, c'est les problèmes de kavod. Donc en fait, il y a les mêmes recherches. Et les femmes, on n'en parle pas, ouais, c'est un autre. Ça, c'est avec Poutine, c'est autre chose, ouais. Mais vous comprenez, ouais, c'est toujours la même chose. On tourne sur 4 choses. Maintenant, Bill Gates, il est incroyable ce bonhomme. Vraiment, je m'intéresse à ce bonhomme. Parce qu'ils sont plus. Tu as besoin de researcher encore Comment? plus. Comment? Bill Gates, tu as besoin de researcher encore plus.
On va trouver que derrière il y a... Ah, peut-être, je sais pas. Dans l'image, peut-être, ok. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, notre cher Korach est un individu qui observe un vrai déséquilibre dans le monde et malheureusement, il prend la mauvaise voie pour pouvoir le gérer. Tous les totalitarismes sont partis de la même constat que Korach, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener un ordre nouveau dans le monde pour pouvoir donner le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et toutes ont fini de la même façon, c'est-à-dire dans une dictature absolument atroce, ils ne se sont jamais occupés du peuple. C'est toujours le même système. Maintenant, regardez, je finis juste le point. La thérapie est la suivante, par rapport à Korach. Vraiment, on a compris. On a compris en fait que nous avons besoin de négativité, un besoin de masochisme. Il y a quelque chose de masochiste à l'intérieur d'un individu. Et que paradoxalement, s'inscrit dans quelque chose de non rationnel, de transcendant, et ce qui va pouvoir me calmer. Premier point. Deuxième point, regardez. Korach, il va chercher, comment dire, dans un canal qui n'est pas le sien, ce qu'il aurait pu lui-même rédimer par ses propres ressources. On a un verset dans l'histoire de Hana. Hana dit le texte, Zveim balechem niskaru. Ceux qui vivaient dans l'abondance se font mercenaires. Le monde est une roue qui tourne. Et qui souffrait de la faim en est délivré, tandis que la femme stérile enfante. Cette fois, la mère féconde est humiliée. Donc on parle des changements de vie. La stérile, elle a 7 enfants. Extraordinaire. De qui on parle? On parle de Hana. Elle était stérile et puis ensuite elle a pu avoir. Maintenant. Pas que elle, en tout cas tous les phénomènes de changement dans la vie. L'Éternel fait mourir et fait revivre. Hachem Memit ou Mechaye, Morid Sheol, il précipite au tombeau, Vayahal et il en retire. Et là, quand on parle de Hana, le Midrash va dire, un truc incroyable, il va dire qu'en fait, là on évoque le fait que Hana, qui est une descendante directement de Korach, elle va faire remonter son aïeul du Gehinnom. Donc quand on dit qu'Hachem il fait mourir, il fait revivre, il fait tomber dans le précipice, dans le tombeau et en retire, en fait on évoque le fait que grâce au mérite de Hana, eh bien Korach va remonter du Gehinnom. Alors, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée qui est extraordinaire? C'est quand tu regardes Hana, c'est une femme qui était mariée avec Elkana, et c'est une femme qui était lui-même mariée avec Pnina. À l'époque, il y avait une polygamie qui était tolérée. Et malheureusement, donc non seulement elle est rivale de Pnina en tant que telle, mais en plus Pnina ne cesse d'enfanter, 10 enfants, un après l'autre. Elle s'assoit dans une stérilité atroce. Donc en fait, elle a un double obstacle dans sa vie. Un, une rivale, bon bah ça c'est Yaakov et c'est Rachel et Léa, mais qui plus est, la réussite insolente de sa rivale par rapport à elle-même. Et elle prie comme une folle, et ça ne fonctionne pas. Ok, 20 ans de stérilité. Maintenant, dans un contexte pareil, tu pourrais t'attendre à ce qu'en fait elle devienne une femme aigrie, une femme méchante. Ouais, une femme méchante, qui n'a pas son épanouissement, qui n'a pas atteint ce qu'elle voudrait faire. Et elle, ce qu'elle va faire, elle va essayer d'inventer, elle va inventer la prière la plus incroyable qui existe, qui va devenir pour nous, jusqu'à aujourd'hui, la source d'inspiration. Ça ne se fait pas de la prière de Abraham, ni d'Israël, de Yaakov. Celle qui nous a appris à prier, c'est Hana. Maintenant, je précise un point aussi important, c'est que Hana n'est pas un personnage crucial de l'histoire juive. Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont chacun des femmes, c'est des patriarches. Elles sont toutes stériles. Sarah est stérile, Rivka est stérile, Rachel, elles sont toutes des femmes stériles. Mais tu sais bien, en fait, quand tu vois ces personnages, qu'il faut que tôt ou tard Hachem fasse un miracle. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'Abraham n'ait pas de suite. Ça va pas être que Ishmaël, c'est pas possible. Donc tu sais en fait que c'est terrible ce qu'ils vivent, mais tôt ou tard, il y aura un happy end. Parce que c'est les personnages centraux, les maillons forts de l'histoire juive. Elkana et Hana, c'est des maillons faibles. Personne ne les connaît. Et que Hana reste toute sa vie stérile, that's the life. Terrible. Elle fera partie des millions de personnes qui ont pleuré, qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce que vous dites? Et on n'aurait pas entendu parler d'elle. C'est pas grave. L'histoire juive pourrait continuer sans elle. Donc elle n'est pas un maillon fort de l'histoire. Elle va réussir à générer la prière la plus incroyable qui existe, à tel point en fait qu'elle va être prise pour une femme sous. Ouais. Et en fin de compte, elle va créer cette prière qui va lui permettre d'avoir le fameux Shmuel en question. Maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. On est en train de dire que Hana est en train de rédimer, de faire sortir son aïeul du Gehinnom. Qu'est-ce qu'on dit ici? On va dire en fait que Hana vit exactement la même réalité que Korach. Korach voit Moshe qui distribue les rôles et il les exclut de ses rôles, donc il est dans une phase naturelle de jalousie, c'est normal d'être jaloux. Hana est jalouse de la réussite de sa rivale. Maintenant, Korach décide d'aller chercher là où il ne doit pas être dans la politique une solution à cette jalousie. Hana, au lieu de rentrer dans le canal d'une femme qui sera aigrie,
elle décide d'aller rechercher à l'intérieur d'elle-même quelles sont les ressources que je peux créer pour sortir de ce marasme. Donc, au lieu de se tourner contre l'autre, elle se tourne à l'intérieur d'elle-même. C'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire en fin de compte que le phénomène de jalousie est un phénomène naturel. Ce phénomène de jalousie peut générer chez toi une agressivité, une guerre et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais elle peut aussi dévoiler à l'intérieur de toi le fait que si tu es jaloux de cette personne, précisément, c'est qu'en fait, elle est un indicateur de Dieu que peut-être tu n'as pas consulté tout le potentiel qui est à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, vous remarquez que les gens pour lesquels on est jaloux ne sont jamais des personnes qui sont démesurées par rapport à nous. Tu vois, moi, j'ai jamais été jaloux j'adorais le tennis, mais j'ai jamais été jaloux des grandes figures du tennis. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en fait, on n'est pas né de... C'est pas la même chose, ouais. Et personne n'est jaloux de Mbappé, ouais. Parce qu'en fait, c'est des génies, ces personnes. Et personne n'est jaloux de Einstein. Parce qu'on a compris que c'est pas nous, c'est des ovnis. Par contre, on a tous été jaloux d'un copain de terminale ou je sais pas quoi, qui réussit un peu mieux que nous, alors qu'en fait, on pense qu'il est moins fort que nous. En fait, on est jaloux des gens qui sont comme nous. Et pourquoi Hacham a mis ce moteur de jalousie? Parce que tu peux le voir comme étant, bah, finalement, c'est une fatalité, c'est terrible, je suis toujours jaloux ou jalouse. Ben, je peux dire, non, si je suis jaloux, c'est qu'en fait, je réalise que j'ai pas suffisamment développé au maximum mon potentiel. Donc c'est une bracha d'Akadosh Baruch Hu, la jalousie, qui te permet d'aller regarder exactement ce qu'a fait Hana, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc elle va développer sa génialité par le biais d'une tefila. Ça, c'est en fait la façon par laquelle on peut avancer dans la vie. Tu peux avancer dans la vie lorsque tu réalises que la jalousie, faut pas s'en cacher, on est tous jaloux de quelque chose. Mais toujours dans notre périmètre, c'est-à-dire dans quelque chose qui est abordable, qui est dans mon périmètre. Le Ibn Ezra, par exemple, il dit comment tu fais pour ne pas être convoité, quoi que ce soit. Ben, il dit c'est très simple, un pecno, ouais, qui a les bottes dans la bouille, ouais, qui va passer un carrosse avec la princesse. Ben, il dit, il n'a pas envie de se marier avec la princesse, parce qu'il a compris qu'il y a trop de classes qui les séparent, ouais, c'est comme l'histoire de Don Juan, ouais. On peut pas, c'est pas un pecno qui va se prendre une princesse. Donc en fait, il n'éprouve aucune jalousie, aucune convoitise de la princesse, ouais. Tu ne peux convoiter que la paysanne d'à côté, évidemment, ouais. Donc en fait, c'est intéressant. C'est toujours un moteur qui se dévoile dans les personnes qui sont à ta portée. Et donc, ils sont là pour te dévoiler un point. Qu'en fait, tu n'as pas suffisamment exploité ton potentiel. C'est ça en fait qui se passe dans tous les phénomènes de jalousie. Et un petit peu, c'est ça ce que veut dire ici le texte. Je ne sais pas si, effectivement, notre Korach est remonté du Guéhinnom, mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait son aïeul est en train de montrer quel est le chemin de thérapie par rapport à un problème de jalousie qui est un problème que tout le monde connaît et que tout le monde subit et que parfois ça crée des énormes guerres. Il y a un point intéressant ici, le point intéressant c'est quoi? C'est jalousie, je répète, est l'indicateur d'un potentiel qui sommeille à l'intérieur de toi, qui n'a pas encore éclos. Profite de cette jalousie pour essayer de développer au maximum ce qui est à l'intérieur de toi. Je vous remercie et je vous souhaite un Shabbat Shalom.